Il s'est passé plein de choses cette semaine côté technologie, c'était Google I.O., donc on va forcément vous en parler avec nos deux camarades. Il s'agit cette semaine de Sébastien et Marc. Sébastien et Marc, vous le savez, informaticien.be, c'est eux, c'est ce Zigomarcy, Marc. Bonjour Marc, et puis c'est celui-là, Sébastien. Hello. Salut Sébastien. Ils ont l'air tous les deux un petit peu crevés. C'est vrai qu'on fait ça un petit peu en plus du boulot, hein, et vous nous écoutez aussi un petit peu en plus du boulot, ou alors au boulot, ce qui est encore mieux peut-être. Ce qui explique que de temps en temps, tout le monde est un petit peu amorti. On fait ça le jeudi soir, vous le savez maintenant, pour une publication dans la soirée du jeudi, et au plus tard le vendredi. Vous avez tout le loisir d'écouter ça à votre aise tout au long de la semaine. Merci à tous ceux qui nous ont déjà posé des questions concernant les technologies de manière générale. On en a déjà reçu quelques-unes qu'on a repérées et qu'on va étudier sagement. Si vous n'étiez pas au courant, eh bien, je vous en informe là tout de suite maintenant. Durant cet été, on répond à toutes les questions que vous vous posez au niveau technologique, on s'entend. Vous nous posez des questions et nous, on garde ces questions bien de côté, on les rassemble pour essayer de faire des thématiques et on vous fait des hors-séries liées spécifiquement à ce que vous nous demandez. Donc n'hésitez pas, en commentaire de cette vidéo ou en commentaire sur le blog lestechno.be ou dans l'article qui parle justement de l'été dans le blog lestechno.be. Toutes vos questions sont les bienvenues. Également, je pense en commentaire sur informaticien.be, oui. hein, Sébastien. Ou par mail. Ou par mail, info@lestechno.be. Tout ça est le bienvenu. On tient compte de tout sauf des spams, évidemment. Je tiens à le dire parce que Marc a déjà repéré qu'on avait déjà reçu des spams sur le formulaire qui est dédié à cette petite opération estivale. Voilà, c'est fait. Il y a eu des commentaires à gauche, à droite. J'ai pas très bien suivi cette semaine si on a eu beaucoup de commentaires. Il y en a eu quelques-uns, mais on a répondu en direct sur les chaînes YouTube. Donc, parfait. Normalement, on a fait nos devoirs. Tous les si devoirs. On vous a raté, pardon, on répondra la semaine prochaine. Oui. On vous oublie pas. Et je vous ai dit, bien sûr, certaines questions, on les garde en suspens, entre guillemets, jusqu'à cet été, juillet, août. On répondra à toutes vos questions sans aucun problème. N'hésitez pas, allez-y, posez-les. N'ayez pas peur, on ne mange pas. On peut attaquer l'abécédaire classique, si ça ne vous dérange pas. Oui, non, bon, oui. On peut y aller. Oui, on peut y aller, je pense qu'on peut y aller. La lettre A comme Apple. C'est Marc qui commence pour parler d'Apple qui pourrait renouveler sa gamme de MacBook à l'occasion du WWDC qui s'en vient, là c'est au mois de juin je pense. C'est la semaine prochaine, non? Ah, je sais, je l'avais noté. Si je regarde notre petit planning. Ah, regardons le planning ensemble si tu veux. Ça, tout ça non, se fait. Il me semble que c'est la semaine prochaine ou. Non, c'est le 5 juin. Ah, voilà, c'est moi qui avais raison. Donc, d'accord. Mais c'est bientôt la semaine prochaine. Hein. À un moment, on pourra le dire. Ouais. À un moment donné, ce sera la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Pour être tout à fait précis. Ok. Donc, oui. Effectivement, alors à l'occasion de la grand-messe, il est attendu par beaucoup d'analystes une annonce de renouvellement de la gamme des MacBooks. Et grosso modo, donc, ça implique les MacBooks, les MacBook Pro, les MacBook Air. Celui-ci étant apparemment destiné à disparaître au profit du MacBook de base, le MacBook 13 pouces, qui deviendrait donc l'entrée de gamme. Est-ce que c'est parce que Apple juge que le marché de l'ultrabook l'ultrabook, ultraportable n'est plus vraiment d'actualité, parce qu'effectivement il y a pas mal de concurrents qui se sont engouffrés sur le segment. On pense notamment à tous les ultrabooks sous Windows 10, on pense à Microsoft avec les Surface Book, avec les Surface tout court. Toujours est-il qu'effectivement il y a de la concurrence et ça fait maintenant 1 an que Apple n'a plus mis à jour sa plateforme mobile, laptop, et ce serait donc logique qu'il y ait une annonce, en tout cas d'un renouvellement, ne fût-ce que symbolique, passage à des nouveaux processeurs, on attend que le passage à la génération Kaby Lake de Intel, passage à des nouvelles options de RAM, par exemple pour avoir 32 Go sur certaines machines, ce qui permettrait des workflows un peu plus puissants. Voilà, comme d'habitude, ça reste des spéculations, c'est de la rumeur, ce sont des choses à suivre, mais voilà, ce sera la semaine prochaine, comme Sébastien vient de l'écrire. À partir du 5 juin, à partir du lundi de Pentecôte. 5 juin, exactement, et voilà. Donc, on vous en parlera, on fera de toute façon la couverture de la WWDC, on ne manquera pas de vous dire quoi. L'autre chose qui est attendue, évidemment, c'est
l'annonce sur les prochaines générations d'iPhone, donc soit le 7S, soit le fameux iPhone 8 qui fait couler beaucoup d'encre dans pas mal de médias et dont on annonce déjà un prix qui va en dégoûter plus d'un, puisqu'on parle de quasi $1 200 pour un téléphone. Ça fait quand même cher. Ouf, oui, ça c'était quand même... Enfin oui, bon. Ceci dit, si on nous avait dit il y a quelques temps que nos téléphones pourraient coûter jusqu'à 700, 800 €, on l'aurait pas cru non plus. Non, mais entre t'annoncer qu'un téléphone va dépasser le prix de 600, 700 € en sachant qu'il y a toujours des alternatives à 300-400 € qui sont très valables chez Oppo, chez OnePlus, etc. Ouais. Mais quand tu as une marque qui passe quand même la barre symbolique du millier de dollars, ce qu'ils avaient déjà fait avec le 7 Plus, mais pour arriver à des hauteurs pareilles, finalement, quand ton téléphone commence à te coûter quasi aussi cher que ton laptop... Oui, c'est là qu'on peut s'interroger. On peut se poser une petite question. On passe à la lettre F. F comme Facebook, Sébastien. C'est la CNIL qui impose une amende assez salée à Facebook. Tu vas nous expliquer de combien et de pourquoi. Voilà, mais AF, ce sera le podcast le plus court de l'histoire. Et donc, effectivement, Facebook qui vient de se prendre 150 000 € d'amende de la CNIL. Pourquoi ? En fait, si vous avez suivi nos podcasts l'année passée, c'est la même chose que ce que la Commission de la vie privée a reproché en gros à Facebook en Belgique. C'est-à-dire qu'on a ce fameux petit cookie ATR, si je me rappelle bien le nom d'ATR, voilà, il manquait le D, que Facebook nous balance, y compris si nous ne faisons pas partie du réseau social. Et donc la Belgique avait reproché à l'époque à Facebook en disant « Mais attendez, si je ne veux pas faire partie du réseau, tu m'emmerdes pas avec le cookie, tu ne me traces pas et tu ne m'emmerdes pas avec cette publicité, je n'ai pas envie, je n'en fais pas partie, tu ne m'y touches pas. » Et donc à l'époque, suite à ça, Facebook avait modifié ses algorithmes en Belgique et fait pas mal chier, on va dire, les Belges, en obligeant à remettre son mot de passe et avec pas mal de questions de sécurité supplémentaires pour tous les petits Belges sur Facebook. Et donc maintenant ce sera au tour de la France, parce que la France râle sur la même chose, y compris sur tout ce qui est affichage, c'est-à-dire prévention au niveau de l'inscription pour dire attention, on va utiliser vos données à des fins publicitaires, y compris vos préférences sexuelles, vos préférences politiques, etc. etc. Donc voilà, c'est toutes des choses qui en Europe passent plus ou moins mal suivant les pays. Et donc la Belgique avait ouvert le pas, la France suit, après à voir si d'autres pays vont continuer à emboîter le mouvement, mais c'est possible. Donc a priori, à un moment, Facebook devra commencer à se poser des questions sur ces pratiques en Europe, sur les inscriptions. Et en même temps, on parle quand même d'une somme dérisoire par rapport à la capitalisation d'une boîte comme Facebook. Est-ce que c'est assez représentatif comme amende ? Non, sincèrement non, mais en Belgique ça n'a pas été non plus de mémoire un truc extraordinaire, c'est plus symbolique qu'autre chose pour dire à Facebook, bon attendez les gars, on n'est pas d'accord, on vous l'a dit, vous n'avez pas réagi, donc maintenant on passe à la caisse. Probablement qu'à un moment ça passera au niveau européen qui, comme vers d'autres grandes marques comme Apple, Google et Microsoft et d'autres, je ne sais plus si Apple a déjà été condamné par l'Europe, et là on parle directement de 2 milliards d'euros. Donc, je ne sais pas si c'était une condamnation, mais il y avait une question de garantie, non, ou de durée de garantie ou quelque chose comme ça. Ça oui, mais j'ai pas souvenir s'ils ont été condamnés à quelque chose. Par contre, Google et Microsoft, là oui, et on parle tout de suite de milliards d'euros. Donc là ça fait tout de suite plus réfléchir. Donc, mais l'Europe est un petit peu plus lente que nos institutions nationales, donc il faudra voir dans les prochaines années ce que l'Europe nous réserve. En effet, on reste à la lettre F, non pas comme Facebook, mais comme GAFA. ça en fait un petit peu partie, puisqu'il va y avoir, paraît-il, Sébastien, un ambassadeur danois auprès des GAFA. Alors ça aussi, il faut que tu nous expliques de quoi il s'agit. Alors GAFA, c'est Google, Amazon. Facebook, Amazon, et je ne sais plus quel dernier, tous les gros quoi. Apple, oui, tu as aussi. Ça doit être ça. Et donc, voilà, c'est une première. Normalement, effectivement, on parle pas trop politique ici, mais si, c'est quand même un peu particulier dans le sens où le gouvernement danois a décidé de dépêcher un ambassadeur auprès des GAFA. Donc, alors on dit juste GAFA parce que ça fait Google, machin, tous les 4 gros qu'on vient de citer. Mais symboliquement, c'est surtout au niveau de la Silicon Valley. Donc, le gars va aller se positionner, prendre son petit bureau au sein de la Silicon Valley et considérer la Silicon Valley et toutes les entreprises technologiques
comme étant un pays en soi. Alors pourquoi ça fait un peu réagir la presse sur ce point? C'est qu'effectivement, ils mettent sur le même pied d'égalité les Danois, un pays, que une industrie dans une petite région des États-Unis, et que ces boîtes aujourd'hui elles commencent à avoir énormément de pouvoir. Donc si tu prends Google, Google c'est tout sur la plupart de la population dans le monde. Facebook c'est pareil, c'est des milliards d'utilisateurs, Apple etc. aussi. Et Amazon, il est en train de ratiboiser la plupart des e-commerce, y compris en Europe. Donc voilà, c'est sûr que ces entreprises ont énormément de pouvoir, et ici c'est un petit peu cette reconnaissance de pouvoir que les Danois font vis-à-vis de toutes ces entreprises. Alors moi ça me fait un petit peu sourire, et parce que je suis fan de science-fiction, et quand tu prends certaines séries que Marc regarde aussi, comme des choses comme Continuum, c'est un peu ce qu'on nous annonce, mais dans les quelques centaines d'années, hein, c'est des multinationales qui gèrent le monde, oui, et plus des gouvernements. Et là, un petit peu, c'est la première fois il y a un pays qui fait le pas vers ce genre de truc. Un peu ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, par exemple, ici, le siège social, entre guillemets, des technos, si on peut dire comme ça, se trouve à Bruxelles. Donc pas très loin de chez nous, ici, se trouvent les communautés européennes, et on y trouve les fameux lobbyistes, hein, qui ont pignon sur rue au sein même des institutions européennes. Et là, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est les États qui font du lobbying auprès des entreprises. C'est vraiment une inversion complète des valeurs, quoi. Ouais, voilà, plutôt que de devoir se déplacer, Mark Zuckerberg pourra traverser la rue et aller directement discuter avec le représentant du gouvernement danois. Mais est-ce que ça peut faire peur, Marc ? Peur, écoute, c'est parler de séries télévisées, effectivement, on a plus ou moins les mêmes goûts là-dessus, mais il y en a une qui est assez parlante, qui s'appelle Corporate, justement, qui est assez récente, qui est sortie l'année passée sur Sci-Fi, je crois, ou sur Star, je sais plus, enfin un réseau américain, et qui dépeint effectivement un monde où ce ne sont plus des gouvernements qui gèrent des sociétés. Là, en fait, dans cette dystopie-là, il n'y a même plus de gouvernement en tant que tel. Ce sont des méga-corporations. Effectivement, on va y arriver. Les GAFA sont déjà à ce stade-là. Les GAFA sont déjà en mesure de peser sur le destin et les finances de certains États. Donc, c'est peut-être une évolution naturelle des choses. En tant qu'entrepreneur et indépendant et chef d'entreprise comme Seb, on a plus tendance, nous autres, à voir ça comme quelque chose de quand même positif, parce que ça veut dire que finalement, c'est moins d'ingérence politico-politicienne et plus de libre concurrence et de loi du marché et de dynamique économique. Donc nous, quelque part, ça nous parle. Maintenant, c'est clair que ça peut faire peur à quelques personnes. Mais au niveau social, déjà, on peut se poser des questions. Au niveau social, c'est autre chose. Là, c'est clair que c'est pas licorne et poney tous les jours. Voilà. Et puis, je veux dire, ça parle à Marc et moi parce qu'on est du milieu, on est dans l'IT, et c'est des boîtes IT qui d'une certaine manière ici dominent le monde. Si on faisait la même chose avec des sociétés d'armement, c'est sûr que nous on tirerait la gueule. Donc je peux comprendre que les gens qui sont pas dans l'IT aient peur que l'IT domine le monde. Maintenant, pour moi, au niveau sociétal, on pourra faire des podcasts pendant des heures là-dessus. Hein. L'IT domine indirectement le monde. Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux au niveau gouvernemental, même au niveau des grands événements marquants, attentats et compagnie. Il n'y a pas que ça. Il y a les dernières élections présidentielles, que ce soit en France ou aux États-Unis, marquées par le big data. On en a déjà parlé. Oui. Tout à fait. En bien comme en mal. Hein. En bien pour ceux qui l'ont utilisé. Et puis avec toute la controverse sur les services secrets russes, entre guillemets, parce que rien n'est prouvé jusqu'ici. Donc voilà, c'est un bien et un mal. Faut qu'il y ait un contrôle dessus, mais voilà. Qui va opérer ce contrôle, ça c'est autre chose. Ouais. Voilà, c'est une société qui change en tout cas avec ça. Et on la regardera changer, évoluer, évidemment, suite au prochain épisode, on a envie de dire, comme souvent d'ailleurs. On passe à la lettre G, déjà, oui. G comme Google, Marc. Alors bientôt, Android va s'installer au cœur de nos véhicules automobiles. Ouais, et c'était déjà quelque part un peu le cas, vu qu'on sait qu'Android et Apple se battent sur un marché qui est extrêmement juteux. Dernière estimation de Gartner, c'est un marché qui, à 5 ans, pèse quand même la bagatelle de 65 milliards de dollars. Je comprends que ça fasse certains envieux. C'est le marché de ce qu'on appelle communément le in-car entertainment. Donc, autrement dit, tout ce qui va vous faire passer le temps quand vous êtes dans votre voiture. Mais pas que.
Aujourd'hui, il y a chez Apple et chez Google 2 solutions qui permettent de booster un peu la dotation de base embarquée dans les voitures. Donc généralement, ce sont des systèmes propriétaires, bien que créés par quelques entreprises qui déclinent avec des thèmes et des skins et des fonctionnalités un peu à droite à gauche, mais généralement, c'est relativement frustre dans la mesure où vous avez de la navigation, vous avez de la lecture musicale, parfois avec de la connexion sur certains services de streaming comme Deezer, Spotify, etc. Vous avez de l'infoguidage embryonnaire et vous avez parfois, sur les modèles les plus évolués, des synchronisations avec des calendriers, des emails ou bien des SMS. Généralement, c'est le top. Oui. On ne va pas évoquer le cas de... Oui. Oui, et Marc, et chez nous, on a même aussi des alertes bombardement. Je sais pas si... Oui, c'est juste. On va y revenir dans un instant. Il va falloir que tu nous rappelles cette anecdote, mais c'est vrai qu'elle est assez amusante. Juste, oui, nous aussi on a ça. Mais donc voilà, grosso modo, c'est tout. Alors au-delà de ça, depuis quelque temps, il y a 2 surcouches qui existent. Il y a Android Auto d'un côté et CarPlay de Apple de l'autre. Et grosso modo, ça va prendre, pas le contrôle, mais ça va compléter votre système de in-car entertainment en remplaçant l'interface de votre système natif par celui soit d'Android Auto, soit de CarPlay. Donc grosso modo, vous connectez votre téléphone et vous avez accès à votre téléphone via une interface tactile ou avec la commande embarquée de votre véhicule. Là, par contre, vous avez déjà un peu plus de contrôle sur ce que vous pouvez faire, mais ça reste encore assez embryonnaire parce que le nombre d'applications qui sont optimisées et autorisées pour ça est, se compte sous les doigts des mains. Est-ce que Parrot n'avait pas sorti un produit comme ça qui s'embarquait, qu'il fallait installer soi-même, un espèce d'autoradio Il y en a plein qui l'ont fait. Il y a Parrot qui l'a fait, il y a Coyote qui l'a fait également. Mais Parrot, c'était sur Android, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. Coyote l'a fait exactement avec un système qui couple infotainment, navigation, alerte radar, caméra arrière, enfin toute une série de choses. Mais encore une fois, ça reste embryonnaire. Ici, ce qui se passe, c'est que 2 marques de premier plan, Volvo et Audi, vont à l'horizon 2019 remplacer quasiment toute l'électronique, enfin tout le cerveau qui anime pas seulement le in-car entertainment, mais également le contrôle de la climatisation, le contrôle des vitres électriques, le contrôle du verrouillage, etc., par rien moins que Android. Complet. Avec l'avantage qu'on aura alors accès aux applications Android. Il faudra évidemment qu'elles soient optimisées pour être utilisées dans un environnement spécifique, mais bon, ça va se faire rapidement. Ce qui veut dire que les voitures en question ne devront plus forcément investir dans des développements propriétaires, mais pourront se reposer sur des solutions qui existent déjà comme TomTom ou Waze pour la navigation, sur Spotify, Deezer, Apple Music, etc. pour tout ce qui est audio. Et vous aurez Google Mail, vous aurez un browser, vous aurez tout effectivement, sans même avoir besoin de brancher votre téléphone, vu que tout sera directement intégré à l'électronique de la voiture et lié à votre compte Google. Chose intéressante, Google risque de prendre un net pas d'avance sur son rival, tout simplement parce que, à l'inverse de Apple, qui a toujours refusé, contre vent et marée, d'offrir la moindre compatibilité au niveau des applications pour voiture avec Google. Google a annoncé d'entrée de jeu que toutes les personnes qui utilisent CarPlay seront reconnues et supportées sous les implémentations d'Android pour les voitures. D'accord. Donc voilà. Ça le rend un peu universel, quoi. Ça le rend un peu universel. Bon, on se doute que les fonctionnalités ne seront pas aussi développées si vous avez un iPhone plutôt qu'un téléphone Android, mais votre téléphone ne sera pas locké. Aujourd'hui, on a des marques comme, chez nous par exemple, Sébastien et moi, on roule en BMW, on a un problème parce que notre téléphone, qui est un téléphone Android, n'est pas reconnu et il parle pas allemand non plus. Système. Ça, on s'en fout, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, si je veux pouvoir utiliser Spotify à partir de mon téléphone, et l'utiliser simplement, enfin efficacement, c'est-à-dire accéder à mes listes de lecture, contacts, faire des recherches à la volée, etc., il me faut un iPhone. Sinon, la seule chose que je peux faire, grosso modo, c'est je colle mon téléphone sur mon tableau de bord, je fais un streaming Bluetooth et tout. Oui, c'est ça. En tout cas, cette information concernant Android embarqué, on peut le lire comme ça aussi, c'est sans doute une solution qui va ravir tous ceux qui, justement, utilisent des smartphones avec un grand écran. On en connaît un dans l'équipe, Xavier, pour ne pas le nommer. Et son smartphone, il le colle, comme tu dis, sur son tableau de bord, et ça devient son navigateur, sa boîte à musique, son téléphone, forcément, etc. Donc, j'imagine que
une solution embarquée va satisfaire déjà les utilisateurs qui ont déjà l'habitude d'utiliser Android en voiture. C'est ça que je voulais dire, une certaine... Oui, absolument. Et pour Xavier, peut-être que ça va le dissuader d'essayer de passer à un Galaxy Note 7 reconditionné pendant qu'il conduit. Parce que ça pourrait être dangereux. Par exemple. Sébastien, je ne sais pas si tu avais levé le doigt ou juste la main. Non, je n'ai pas levé le doigt. Maintenant, moi, je trouve pas ça mal au niveau des bagnoles. Surtout que l'énorme avantage d'Android par rapport à iOS, c'est son ouverture. Ouais. Le système reste toujours basé sur de l'open source et il y a plein de hardware déjà aujourd'hui qui le font fonctionner. Ouais. Donc contrairement à l'iPhone où le nombre de devices est quand même relativement limité, Android on le trouve sur tout n'importe quoi, donc ils partent quand même avec une certaine longueur d'avance. En tout cas, ces fabricants de voitures, ici on parlait de Audi et Volvo en l'occurrence, si déjà cela pouvait augmenter la taille de l'écran sur ces appareils embarqués, parce que depuis qu'on a vu une Tesla et qu'on a vu un grand écran, on se dit mais pourquoi finalement ils nous mettent des écrans de 5 pouces sur ce matériel, on voit ça chez Peugeot, on voit ça sur d'autres marques, etc. Alors qu'il y a la place au mieux là dans la voiture pour mettre un écran un peu plus grand et qui permettrait peut-être de visualiser un petit peu mieux les choses, quoi. Ça commence. Volvo l'a fait dans son dernier SUV, le XC90, où maintenant ils te mettent un écran de la taille d'un iPad quand même. C'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux, effectivement. C'est beaucoup plus confortable. C'est plus confortable. Avec cette information, vous l'avez remarqué, on a déjà mis le doigt dans Google I.O. Ça faisait partie des annonces faites cette semaine lors de cette grand-messe dédiée aux développeurs de la part de Google, comme chaque année. Google I.O., il y a eu plein d'annonces. On va peut-être faire le passer en revue avec Marc et Sébastien, peut-être d'abord avec Marc, les différentes informations. Oui, parce que je vois Sébastien qui fait comme ça. C'est l'autre Marc. Par quoi on commence, Marc, justement? Alors, on va peut-être commencer effectivement par les passer en revue. Alors, on rappelle que la Google I.O. n'est pas terminée. Oui. Hier, c'était la grande keynote avec tous les pontes de Google qui ont fait le point sur les avancées. Le premier chiffre à retenir, c'est 2 milliards de smartphones aujourd'hui qui fonctionnent sous Android, toutes versions confondues, avec une volonté affichée de réduire drastiquement la fragmentation et de gagner un autre milliard d'utilisateurs dans les 2 ou 3 ans. C'est assez ambitieux et ils ont les moyens de le faire. Et à côté de ça, effectivement, c'est toute une série d'annonces qu'on va passer rapidement en revue et puis sur lesquelles on va peut-être revenir une par une plus en détail avec Sébastien, qui aura certainement beaucoup de choses à nous dire dessus aussi. Alors, premier truc, c'est Google Assistant. Donc Google Assistant qui aujourd'hui n'était qu'une application embarqué dans une autre application, à savoir Google Hello, qui était une espèce de chat en réponse à Facebook Messenger avec plein de bots dedans et de l'intelligence artificielle et du deep learning, etc. Et également disponible via Google Hello, le petit haut-parleur, va arriver en France. Et donc, on espère, en Belgique, en français. Alors, pour les quelques... Je suppose qu'il y a des auditeurs néerlandophones qui nous regardent. Je n'ai aucune information si Google a prévu de mettre le truc à disposition en néerlandais, mais à partir du moment où ils attaquent le marché européen, ça devrait probablement arriver un jour ou l'autre. Par contre, si on a des auditeurs français qui voient le truc débarquer en France avant que ça arrive chez nous et qui ont l'occasion de nous faire un petit retour d'expérience, ça nous aiderait pour parce qu'il n'est pas dit non plus qu'il parle en corse. Non, c'est pas ou bien avec l'accent de Marseille, putain con. C'est ça, c'est toujours le même problème, quoi. C'est des régionalismes. Toujours le même problème. Alors, donc, à première vue, le truc permettra évidemment de répondre, d'avoir des informations tirées du contexte, comme c'est la grande force du truc, d'accéder à plusieurs services musicaux, et surtout intéressant, le truc va débarquer sur iOS. D'accord. Siri a du souci à se faire. Alors, à côté de ça, il y a les nouveautés qui ont été annoncées sur Google Photos. Google Photos, bon, c'est un truc qu'on utilise tout. Il y a plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde qui utilisent Google Photos. Moi, j'en fais partie. Et Google Photos commence à être bourré d'intelligence artificielle à tous les niveaux, donc de deep learning. Le deep learning est vraiment le fil rouge qui a
guider les différents sujets qui ont été présentés hier soir. C'est vraiment quelque chose sur lequel, ça et le machine learning, c'est vraiment quelque chose sur lequel Google met énormément d'emphase et montre vraiment que autant l'Internet connecté, l'Internet des objets, tout ça était la grande tendance de l'année passée. Cette fois-ci, on balaye tout. C'est le deep learning et le machine learning qui prennent vraiment le pas sur toutes les autres considérations. Et donc, Google Photos va être bardé d'intelligence artificielle, notamment le moteur de reconnaissance d'image va être amélioré. Il va pouvoir comparer des milliers de clichés enregistrés de manière anonyme et comparés via des bases de connaissances constituées de manière anonyme aussi. Pour, par exemple, et alors ça c'est un truc qu'on a vu passer hier sur Internet, vous prenez une photo derrière un grillage, il va être capable de virer le grillage et de vous reconstituer la photo comme si jamais il n'y avait jamais eu. C'est bien pour les gens qui sont en tôle, ça. C'est pas mal pour les gens qui sont en tôle, effectivement. Alors, il y aura également, basé sur votre expérience sociale, des suggestions de partage avec vos amis. C'est-à-dire, automatiquement, il reconnaîtra les visages de ceux qui ont participé à une soirée commune et pourra vous proposer de partager les photos avec les bonnes personnes. Donc, voilà. Et alors, truc assez marrant, alors qu'il s'oriente vraiment vers la dématérialisation, il propose un service d'impression d'albums photos. D'accord. Papier, physique. Donc, mais voilà, ça apparemment, il y a de la demande. Enfin, moi, j'étais assez étonné. Il paraît qu'il y a énormément de demandes il y a de la demande, effectivement. Alors, autre truc qui est un peu dérivé de Google Photos, mais qui est un peu hybride avec un autre truc de Google qui s'appelait Google Goggles. Oui. Vous savez, cette application sur laquelle qu'on utilise pour pointer un objet avec notre caméra et grosso modo, il analyse l'image et il vous envoie une référence, il reconnaît l'image, grosso modo. Il y a une application qui s'appelle Google Lens, qui va débarquer rapidement, qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que simplement, vous allez pointer un restaurant, il va vous afficher le menu et vous mettre en contact directement avec le service de réservation s'il existe. Vous allez pointer une affiche de concert, il va vous proposer d'acheter des places. Il va mettre en place toute une série d'actions contextuelles liées à ce que vous pointez, et qui va vous donner, par exemple, le truc qui m'a bien fait marrer, c'est l'exemple, vous êtes en train de ramasser des champignons, vous pointez le champignon, il va vous dire exactement tous les composants toxiques qu'il pourrait y avoir dans le champignon, et en filigrane, il va vous dire le centre antipoison le plus proche est là. D'accord, c'est ça. Ouais. C'est juste magnifique. C'est un peu la couche commerciale, non, de l'application ? C'est un peu la couche commerciale, mais à terme, ça risque d'être aussi intégré dans d'autres applications sous forme d'une API. Ça pourrait être intéressant aussi. On pense notamment à toutes les applications qui font de la réalité augmentée, pas de la réalité virtuelle, et qui pourraient utiliser ce genre de truc pour proposer une couche de service en plus. Ça pourrait être pas mal. On se rappelle que qu'il y avait des startups qui ont lancé des applications, par exemple de reconnaissance d'étiquettes de vin. Je me rappelle de ça. Vivino. Oui, voilà. Donc ça va pas faire leurs affaires quelque part, ou alors ça va les faire justement. Enfin, ils vont peut-être s'intégrer dans le système. Ça va les faire, mais disons, mais ça risque surtout de permettre de voir débarquer toute une série d'applications concurrentes qui n'auront plus à développer toute la technologie et qui pourront finalement lancer des applications à moindre frais en se basant sur les services de Google. Et ce sera tout bénéf pour Google en l'occurrence. Ce sera tout bénéf pour Google et il restera à voir le modèle de la sensing derrière. Je ne sais pas si ça va être gratuit ou pas. Alors on continue dans les annonces. Petite annonce chez Google, chez Gmail. Non, toujours pas de moyen d'effacer ou de sélectionner ses mails en batch. Toujours pas, malgré que c'est un truc qui revient depuis des années et des années. Par contre, ils vont mettre en place les Smart Replies, c'est-à-dire qu'il y aura de l'analyse contextuelle de vos messages et selon le contenu des messages, Gmail va vous proposer des réponses préprogrammées, pas que vous aurez programmées, mais que lui estimera judicieuse. Par exemple, vous recevez un mail d'un de vos collègues qui vous dit voilà tel dossier, machin, est-ce que tu peux jeter un œil et me dire ce que tu en penses? Tu risques d'avoir comme réponse préprogrammée oui, je regarde, je te dis quoi, non, j'ai pas le temps. Enfin voilà, vous n'aurez qu'à. Si c'est un vendredi soir, je regarde ça lundi. Je vois déjà arriver les catastrophes des gens qui vont se tromper de bouton et ça va faire des trucs horribles. Oui, c'est ça, méfiance. Alors, on continue, il y a encore deux trucs. D'abord, il y a eu effectivement une annonce, comme beaucoup de monde l'attendait, sur le pan des casques de réalité virtuelle. On se rappelle que lors de la dernière I.O., Google avait annoncé le Daydream, c'est-à-dire sa propre version du casque, comme le Samsung Gear, c'est-à-dire le bout de plastique un peu évolué où vous clipsez votre smartphone. En partenariat avec HTC, ils ont annoncé qu'ils vont développer leur propre casque de réalité virtuelle autonome. D'accord.
Ça, on attend de voir. Ça commence à amener un petit peu de diversité sur un secteur qui ne respire pas assez. Je trouve que c'est toujours Oculus, HTC qui mène la danse, et surtout Oculus avec la fermeture de toute la fourniture de contenu. Ils sont pas trop... Voilà, petite parenthèse, parce que j'ai vu passer la source il y a une demi-heure. Vous vous rappelez l'histoire Oculus contre ZeniMax? Oui. ZeniMax qui avait collé un procès à Oculus pour violation de copyright parce que John Carmack, le patron d'ID Software à l'époque, qui bossait chez ZeniMax, était parti chez Google, chez Facebook tout un bordel. ZeniMax avait gagné, donc ils se sont dit c'est bien, maintenant on a des pépettes, on a gagné des trucs, on est des killers, on va aller faire chier Samsung, et donc ils ont collé un procès à Samsung sur le Samsung Gear. D'accord. Voilà. De là à dire que ce sont des patent trolls, on va pas arriver jusque-là. Fin de parenthèse, oui. Voilà. Dernier truc, c'est Android Go. Android Go, c'est une version légère d'Android, on s'en doute, destinée aux smartphones qui fonctionnent sur les marchés des pays émergents, c'est-à-dire des marchés où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible et où les téléphones sont beaucoup moins puissants généralement, parce que qui dit téléphone pas trop puissant dit pas cher, dit facilité de les écouter. Donc on parle d'ici de téléphones qui tournent avec moins de 1 giga de mémoire vive, ça existe encore, des téléphones avec 512 mégas de mémoire. Une version spéciale du Play Store qui filtrera les applications en fonction de specs supportés par votre téléphone, et qui mettra uniquement en avant des applications de type Lite, comme Skype Lite, Messenger Lite, Facebook Lite, etc. Est-ce qu'on va pouvoir recycler des vieux appareils? Je pense à des Samsung S3 Mini, des choses comme ça, qui sont complètement obsolètes aujourd'hui et qui ne pourraient pas faire tourner la version actuelle d'Android. Est-ce qu'une version d'Android allégée comme celle-là pourra tourner à partir du moment où elle serait disponible sous nos latitudes déjà sous nos latitudes premièrement, mais c'est pas ça que je pense. À partir du moment où elle serait disponible sous forme téléchargeable, nul doute que des petits bidouilleurs comme les gars de XDA vont pouvoir s'en emparer, nous préparer des distributions bien adaptées à des téléphones qui n'ont pas énormément de puissance. Il doit encore y avoir dans les tiroirs d'un peu tout le monde des vieux HTC, des vieux Samsung, des vieux qui techniquement pourraient encore très très bien fonctionner, qui sont pas cassés mais qui sont pas cassés, mais qui sont sous taillés. Je sais pas ce que c'est chez moi, je pense. C'est une moto qui vient de passer dans la rue. Et alors, tout dernier truc, ça pour clôturer la liste des annonces, Google O, donc le successeur de Nougat, à savoir Android 7, débarque en bêta publique. Voilà. Donc en fait, c'est la Developer Preview 2. Elle apporte quelques nouveautés intéressantes en dehors de toutes les mises à jour et de toutes les nouveautés qui ont été apportées sous le capot. Il y a le Picture-in-Picture qui gère le mode fenêtré de mode natif, de façon native. Donc plus besoin de surcouche à la HTC, à la Samsung pour pouvoir le faire. Des nouvelles fonctions en termes de notification avec des nouvelles interactions pour accéder à ces nouvelles options. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais je sais qu'il y a des nouvelles interactions qui arrivent sur les notifications. Une meilleure reconnaissance contextuelle sur les textes, les contenus, les écrans affichés pour pouvoir proposer à la demande des résultats et des suggestions encore plus fines. Un système de gestion de mot de passe unifié. Ça a été un peu décrié parce qu'il suffirait de craquer le système de mot de passe unifié pour accéder à tous les mots de passe. Grosso modo, ce serait un gestionnaire de mot de passe à la LastPass, à la LastPass ou la Unity qui serait directement intégré dedans. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que c'est un énorme travail de la part des équipes d'Android pour optimiser, alléger et rendre encore plus réactive et moins consommatrice en batterie la nouvelle version. C'est un peu ce qu'on pouvait dire sur cette Google I.O. On va passer la parole à Sébastien qui a certainement noté 2-3 petites choses aussi. On l'a vu, ceux qui ont la vidéo t'ont vu passer, Sébastien, avec le fameux appareil dont on parlait. Le fameux appareil qui est apporté, donc une prise horrible que maintenant je dois trouver un adaptateur parce que c'est une prise anglaise, mais c'est on en a au bureau, je crois. C'est le fameux Google Home, c'est ça C'est ça, oui. J'ai craqué, je me dis je suis curieux en fait de jouer avec la bestiole et j'avais pas envie de jouer avec celui d'Amazon, donc c'était le cas de Bruno aussi, il avait acheté en Allemagne lui sur Amazon. Et il voulait pas le vendre en Belgique, en Allemagne, donc il voulait pas l'exporter. Donc j'ai pris en Angleterre, il s'en foutait. Ben voilà. Et donc tu vas le tester prochainement et tu auras l'occasion de nous en reparler du coup. Oui, bien sûr. Dès que j'ai trouvé l'adaptateur. J'en ai peut-être un aussi, oui. J'avais une première mini remarque et puis ma réponse sur le Google I.O. La première remarque, c'était sur le truc de reconnaissance. Effectivement, Google nous avait présenté ça l'année passée avec tu appuies longuement sur ta touche Home et les textes qui sont
sur l'écran, eh bien, il recherche pour t'aider de manière contextuelle à aller chercher plus d'infos, hein, par exemple un film, un machin, tout le bazar. Ouais. Alors, j'ai rarement utilisé la fonctionnalité, mais il y a quelques jours, je me dis, allez, je vais faire le fou, je vais une fois essayer le truc pour voir si ça fonctionne. Et l'article que je regardais parlait des nouveaux standards de je sais plus quoi, et il m'a proposé des infos sur le standard de Liège. Honnêtement, oui, voilà, ça manquait un petit peu de contextualité, hein, parce qu'il n'y avait même pas un mot de foot dans tout le truc, quoi. Donc je trouvais ça assez mauvais. Il y a des choses comme ça, et il y a des particularités comme ça, et c'est vrai que de temps en temps on se pose la question, mais où est la logique là-dedans, parce qu'ils ont les moyens quand même de faire des différenciations dans ce qui est écrit, dans ce qu'on dit, etc. Rappelons simplement pour nos amis français qu'en Belgique, on vit dans un pays trilingue, mais les deux principales langues étant le français et le néerlandais. Il n'est pas rare, par exemple, là je parle des publicités Google, d'avoir des publicités en néerlandais, alors que les francophones, tous les francophones s'expriment en général aussi par écrit en français sur Google, etc. Alors on pourrait encore comprendre si d'une manière géographique on était en Flandre, bon, il pourrait y avoir là derrière une autre logique qui sous-tend l'affichage de publicité en néerlandais, mais quand on est en Wallonie ou autre, enfin c'était quand même un petit peu particulier de ne pas arriver à cibler correctement le public. Je sais pas à quoi c'est dû, Seb, à ton avis. J'ai pas d'idée, évidemment. Alors c'est dû, alors non, pas d'idée précisément sur le cas ici. En l'occurrence, à mon avis, c'est plutôt dû à l'annonceur qui a choisi la Belgique et qui sait pas au sens large et qui s'est pas cassé la tête. Et donc c'est plutôt à mon avis une erreur de l'annonceur. Sinon typiquement ce genre d'erreur ça vient de boîtes de pays unilingues, souvent les États-Unis ou la France, qui n'ont pas l'habitude de gérer les particularités comme la Belgique ou la Suisse où il y a plusieurs langues qui sont parlées. C'est vrai que c'est assez rare les pays où il y a plusieurs langues nationales. Oui. Alors sur le Google.io, je vais pas revenir sur tous les points de marque et je vais juste répondre pourquoi. Juste avant qu'on prépare le podcast ici, on prépare dans un petit document tous nos sujets et juste avant qu'on lance le podcast, j'ai fait remarquer à nos amis marques que merde, on a oublié les sujets sur la Google.io. Et tout ça pour dire quoi, moi, sur ce que j'ai lu, parce qu'effectivement, j'ai lu aussi ces articles ces dernières heures sur la Google.io. Il y en a plein, si vous cherchez, vous allez trouver plein de résumés, etc. Ouais. Voilà. Ouais. C'est que, honnêtement, quand je les ai lus, et je vais rester poli, je me suis ennuyé à mourir. C'est vrai que c'est pas les trucs les plus... mais c'est souvent le cas, on le dit à chaque fois. Non. Google.io par rapport à une autre Google.io, c'est ça que tu veux dire. Oui, je me rappelle le Google.io il y a quelques années avec les introductions où le mec descendait avec les Google Glass et ils avaient fait une mise en scène qui était juste extraordinaire. Ouais. Aujourd'hui, je suis désolé, cette conférence, pour moi, ils sont pas obligés de la faire l'année prochaine. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Les annonces qu'ils ont faites, ils auraient pu les étaler sur les quelques mois à venir. Eh bien, je suis sûr qu'ils auraient eu la même résonance au niveau de leurs annonces sur chaque produit en particulier. Et si je fais un comparatif à une autre marque, Intel, que Marc connaît bien, Intel a arrêté de faire a annoncé en tout cas qu'ils arrêtaient de faire ce genre d'événement. Je pense que c'est la fin annoncée pour moi de ce genre d'événement. Ça n'a plus d'intérêt parce qu'ils n'arrivent plus... Voilà, ces boîtes n'ont plus aucun intérêt. Si je prends un Google, ils n'ont plus aucun intérêt d'innover avec quelque chose qui fait waouh, parce qu'ils sont là aujourd'hui sur la gestion de leur argent. Alors je rends quand même hommage avec ça aussi aujourd'hui à celui qui gère Google et à celui qui gère Apple, etc. Tim Cook et compagnie, parce qu'ils font ça en tant que gestionnaire, c'est des gens qui sont incroyables. En tant qu'innovateurs, je les trouve assez médiocres par rapport aux moyens qu'ils ont aujourd'hui à leur disposition. Alors en tant que développeur, parce que Google.io, c'est une conférence qui est destinée aux développeurs. En tant que WWDC dont on parlait au début de cet épisode. Le WWDC. Eh bien, ça me fait pas, ça ne me fait pas rêver et ça ne me dit pas, waouh, quand est-ce qu'il lance ce truc avec SDK que je puisse jouer avec. Le Android Car, c'est très bien, ça va être drôle dans la bagnole, le Android O, c'est bien, ils vont plus vite et tout le bazar. Mais je m'en fous, en tant que développeur, je m'en fous directement, quoi. Ça n'a pas un impact sur ce que je vais pouvoir produire et sur les choix que je vais avoir en tant que projet pour les prochains mois. Donc je trouve qu'aujourd'hui, ils ont raté le coche. C'est vraiment un avis très personnel, comme tu l'as dit toujours au début du podcast. Je trouve que cette conférence était médiocre.
D'accord, ok. Qu'attendre alors de ce type de conférence? On l'avait déjà dit ici, parce que souvent on nous fait le reproche en disant « Oh, vous n'avez rien dit sur WWDC ». Il n'y a pas nécessairement d'annonces, entre guillemets, fracassantes pour le grand public. C'est peut-être plus des annonces. Un développeur va peut-être plus s'émouvoir de la possibilité de pouvoir utiliser un certain langage, peut-être, que sais-je, dans tel type ou tel type d'application. Ne me lance pas là-dessus. Parce que les langages, il y a aussi un sujet ici sur le Google I.O. Ils viennent d'annoncer leur nouveau langage, etc. J'en ai marre que tous les 6 mois, on me lance un nouveau langage. Je suis développeur, j'ai travaillé avec une série de langages. J'ai pas besoin qu'on m'annonce un nouveau langage tous les 6 mois qui sera meilleur que le précédent. Ouais. Ils annoncent que c'est la fin de Java et qu'ils font un autre truc qui ressemble, qui est tout aussi, qui est beaucoup plus efficace, tout bazar. On s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un peu pessimiste là-dessus, mais il y a plein de langages. Il y a le C qui est là depuis perpète, du C++, il y a du Pascal, il y a du Java, il y a du C#. Et ces nouveaux langages, est-ce qu'ils apportent de la performance ou pas? C'est ça la question. Ils apportent. La seule chose qu'ils apportent, de mon point de vue très personnel, pour la plupart, ils apportent un écosystème qui est limité à la marque. C'est ça. Et donc, c'est juste une façon d'inféoder les développeurs, quoi. Voilà. Et donc, moi, je trouve pas ça une bonne idée. Et quand tu regardes des systèmes comme Linux, tout est fait en C et en C++. Il y a quelques trucs en Pascal, il y a quelques trucs en Python et machin. Majoritairement, le truc est en C et en C++. Et tous les développeurs sont nourris au berceau, en tout cas les premières années, soit avec un langage équivalent, en tout cas du C++, C++. Donc, voilà, je ne trouve pas ça bon que des marques comme Apple, que des marques comme Google s'approprient un nouveau langage. D'accord. Comme on le dit chaque fois, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit justement à cet épisode, on va le répéter, c'est notre façon de voir l'actualité technologique, comme à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a du factuel, et puis bien sûr beaucoup d'opinions, et nos petits camarades sont là pour partager avec vous leur opinion. Mais les commentaires, heureusement, c'est bien fait, Internet, sont là aussi pour vous permettre de nous donner votre opinion. Pas nécessairement de se taper sur le nez, on peut le faire en toute convivialité, chacun a son opinion et on peut la partager sans aucune difficulté, et on s'en fait même souvent l'écho ici même, quand quelqu'un vient avec une opinion qui n'est pas nécessairement celle de nos chroniqueurs, on peut aussi en parler et la discuter éventuellement, voilà. Attends, si tu travailles dans l'industrie automobile, je suis certain que cette Google I.O. était passionnante. Sans doute, voilà. Pour certains, oui peut-être, ou pas. Peut-être. Marc n'a pas l'air très passionné non plus. Marc, non, moi ça m'a pas vraiment passionné non plus. Je t'avoue, j'ai regardé le truc en diagonale. Moi aussi. Ça m'a rappelé grosso modo les keynotes de chez Apple où finalement on commence à voir. En fait, elles sont toutes formatées sur le même principe. D'abord, on te sort une chier de chiffres qui sont censés te mettre par terre, les yeux écarquillés, prêts à dire oh mon Dieu, oh God, etc. Et puis après, on te sort les trucs les unes après les autres avec rang fort de superlatifs, etc. Évidemment, ça change des premières keynotes Google qui se voulaient totalement à l'opposé de ces grands messes à la Intel, à la... Oui, c'est ça. C'était plus informel déjà à une certaine époque. Ils ont perdu leur âme. Il y a un peu de ça peut-être. Mais ce sont devenus des grosses boîtes avec des actionnaires. Et donc ils doivent rendre compte. Et ça fait partie aussi du jeu quelque part. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait recentrer ces réunions, ces grandes présentations sur des choses plus pragmatiques et plus proches de l'utilisateur final, que sais-je. Mais on en a déjà parlé de cette problématique, pas que pour Google, aussi pour Apple, où on nous critique des fois en disant vous ne l'avez même pas regardé la keynote. On a des fois même pas besoin de la regarder pour se rendre compte en lisant les résumés que font nos petits camarades des sites high-tech, on aurait perdu 2 heures devant notre écran à suivre quelque chose qui finalement n'apportait pas grand-chose, sans être totalement négatif, soyons clairs. C'est pour ça qu'Intel a abandonné. Marc pourra très bien me corriger, mais Intel a annoncé cette année-ci que c'était c'est terminé. Oui, IDF, c'est terminé. On en avait déjà parlé. Et alors moi, la chose qui m'étonne, je n'ai pas vu passer la moindre affirmation en ce sens. Donc, si quelqu'un parmi nos auditeurs peut me confirmer que ce n'est pas vrai, on acceptera notre erreur avec plaisir. Mais j'ai l'impression que ni Sergey Brin, ni son ami... Larry Page était présent. Il y avait juste le CEO, c'est-à-dire Sundar Pichai, et c'est tout. Ouais. Donc, quand les 2 figures mythiques de Google ne sont même plus là... En particulier, je dirais même sur une réunion qui est destinée aux développeurs.
Peut-être plus que pour une réunion au grand public, parce que finalement le grand public les connaît pas nécessairement, et voilà. Mais pour des développeurs, c'est vrai qu'il y a une question de validité. Sont des légendes vivantes, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Tu vois, ils auraient dû faire des trucs un peu couillus, tu vois, d'ouvrir le SDK sur les bagnoles autonomes, de faire des projets là-dessus, d'annoncer... Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Ils ont un pognon qui est incroyable. Moi, j'ai une frustration qui est incroyable en disant... voilà, ils pourraient faire plein de projets, et bah voilà, donc, tant pis, il faut juste un petit peu plus d'argent. Ok, mais le problème, c'est qu'ils sont en train de de faire un shift vers un positionnement grand public. Et voilà, donc ça devient une boîte bien comme les autres, bien sous tout rapport. Le Don't Be Evil, il est loin derrière, quoi. À suivre, comme on est dans ces cas-là, et n'hésitez pas, comme on l'a dit, à partager votre émotion. Merci. Avec nous, on en tiendra compte, bien sûr. Amour, love. paix. On en était à la lettre G, hein, ça vous l'aviez, je pense qu'on l'a bien compris. Gros chapitre Google I.O. On passe maintenant à la lettre M comme musique. Pas que musique d'ailleurs, son de manière générale, puisqu'on a annoncé cette semaine la mort du MP3, ou en tout cas ce fameux format qui passait dans le domaine public, Marc. C'est bien, là tu viens de me griller ma news, j'ai plus rien à dire. Ah, bah je suis désolé. Non, mais il y a que d'autres choses à dire, non Non, la société la société à qui on doit le format MP3 qui date de 1987, c'est quand même pas tout jeune tout ça, qui est le Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, un organisme allemand, donc qui a breveté en 1989 le format MP3, qui on le rappelle n'est qu'un sous-format n'est qu'une variante du format MPEG. Oui. Mais adapté au type de données que l'on rencontre dans les fichiers audio. La couche 3. La fameuse couche 3, le MPEG Layer 3, qui a été popularisé au début des années 2000 par l'arrivée de sites comme Napster, eDonkey et toute la clique. Ben voilà, effectivement, il est officiellement mort et enterré, dans la mesure où le Fraunhofer Institute, qui est le propriétaire, on le rappelle, a officiellement annoncé qu'il ne renouvellerait pas ses licences, et donc que le truc va tomber dans le domaine public. Alors, l'Institut dit que de toute façon, aujourd'hui, vu les contraintes techniques, vu les impératifs, vu les formats, l'alternative la plus crédible et la plus utilisable est le format AAC, le Advanced Audio Codec, qui de toute façon avait été d'entrée de jeu adopté par Apple sur son iPod et sur iTunes. Je me rappelle l'époque où j'avais un iPod et où il fallait charger un firmware alternatif pour pouvoir lui balancer du MP3. C'était pas malheureux. Mais bon, donc on a tous encore des colossales collections de fichiers MP3, j'en suis sûr. On pourra continuer à les utiliser. La bonne nouvelle, c'est que le truc est gratuit vu qu'il tombe dans le domaine public. C'est ça. Donc maintenant, certaines applications qui ne pouvaient pas sortir du MP3 vont pouvoir mouliner du MP3. Exactement. C'était déjà le cas. Il y avait des codecs soi-disant open source comme le Lame codec qui permettait de le faire passer, mais c'était un peu à la limite de la légalité. Et qui n'était pas toujours intégré dans les applications open source. Généralement, il fallait le télécharger de l'autre côté pour le réinstaller, ça faisait un peu puzzle. Ici, maintenant, toutes ces applications qui moulaient du MP3 vont pouvoir en sortir en direct en toute légalité. C'est un truc à rajouter. Oui, je suis désolé, mais j'ai juste pas envie qu'on se prenne 200 commentaires là-dessus. Quand Marc dit le MP3 est mort, le MP3 n'est pas mort. Maintenant, le MP3 et on ne peut plus justement vivant. Oui, le MP3 est libre. C'est pour ça que moi j'ai dit qu'il était tombé dans le domaine public. Oui, c'est ça. Donc j'insiste. Oui, non, mais j'insiste lourdement. Maintenant, le MP3 est libéré de toute contrainte légale. Et s'il y a une communauté qui s'en réjouit depuis quelques jours, c'est la communauté Linux. Oui, parce qu'ils ont essayé tous les sauts de formats. Il y a des formats libres qui n'ont jamais... le Hog, entre autres, qui est très utilisé, mais moi j'ai eu des commentaires en tant que podcasteur énormes de Linuxiens et autres qui disaient « Mais vous êtes dégoûtant, vous devez sortir votre podcast en Hog, pas en MP3, format fermé, etc. » Maintenant, c'est fini. C'est fini. Voilà. Maintenant, il y a plein de softs qu'on va pouvoir voir dans les distributions, y compris dans les Fedora et les Debian, qui sont en général très restrictifs sur ce genre de bricolage, parce qu'ils n'aiment pas les trucs avec des licences fermées. Eh bien, à partir de maintenant, on va pouvoir avoir tous ces softs facilement sous Linux. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour les podcasteurs. Je me demande si on va pas passer en AAC du coup.
Juste pour embêter tout le monde. Ceci dit, en vidéo, le son que vous entendez si vous nous regardez, c'est du AAC. Voilà, pour le MP3, de toute façon, l'extension reste toujours. Hein. MP3, que ce soit du AAC ou autre, on retrouve l'extension MP3. Je dis pas de bêtises, hein, l'un et l'autre. L'extension n'a rien à voir avec le format in fine du fichier, ou je dis une grosse couillonnade. Si, l'extension à avoir d'ailleurs. On peut faire. Tu peux mettre un point doc dans un point XLS, mais ça marche moins bien. Oui, c'est vrai. Par contre, à partir du moment où tu as des moteurs de reconnaissance, par exemple VLC, tu lui balances un MKV en lui mettant un MP4 en extension, il va le bouffer. Il est assez intelligent que pour le faire. Oui, c'est ça, parce que par exemple, en MP4, derrière l'extension MP4, il y a un tas de formats. Exactement, comme derrière le MKV, il y a des variantes au niveau de l'encapsulation, etc. Par contre, faire bouffer un AAC renommé en MP3 à un éditeur qui prend que du MP3, je suis pas sûr qu'il va aimer. D'accord. Enfin bref, voilà. On testera, on peut essayer, on vous dira s'il y a eu des... Il faut préciser un truc, c'est que si vous avez beaucoup de fichiers MP3, donc de musique en fichiers MP3, etc., qui avaient été téléchargés illégalement, ça reste illégal. Hein, c'est pas... Totalement. On n'a pas blanchi l'ensemble des fichiers MP3 existants sur le marché. On en a fini avec la lettre M, on passe à la lettre N, comme Netflix, Marc, pour parler de Netflix qui n'aime pas les téléphones en Android routés. Oui, encore une société qui fait l'amalgame route, piratage, mal, méchant, tout ça, vilain hacker. Et donc Netflix a décidé que sur les téléphones Android routés, c'est fini. Plus moyen d'installer Netflix. Quand vous allez sur le Play Store, vous avez juste un petit message qui vous dit que l'application n'est pas compatible avec votre téléphone, même si elle était la veille du jour où vous l'avez routé. Alors, voilà, c'est bien con comme réaction, c'est vraiment puéril. D'autant plus que on sait tous qu'il y a moyen facilement de récupérer les APK, donc les packages d'installation pour les applications Android. À ce moment-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous l'installez, vous la faites bouffer par votre téléphone, vous aurez de nouveau Netflix. Donc ça peut fonctionner malgré toutes les restrictions qui y placent à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une raison technique Oui, il y a une raison technique, mais elle tient pas la route et elle casse pas trois pattes à un canard. C'est simplement que avec l'ajout de la fonction qui permet de télécharger les fichiers en local, puisque maintenant Netflix permet de garder sur son précieux téléphone ou sa précieuse tablette les fichiers en local pour éviter de devoir bouffer de la bande passante, ou si on se prend un vol de 10 heures, de pouvoir regarder sans connexion Wi-Fi, etc. Encore qu'on va y revenir bientôt, ce sera peut-être plus possible. Voilà, on pourrait être tenté d'avoir accès aux fichiers pour picher comment est-ce que Netflix encode les fichiers en local, et puis de faire du vilain reverse engineering et pouvoir trouver le moyen de copier ces fichiers pour les diffuser via des choses aussi horribles que les newsgroups ou les torrents. Voilà. D'accord. On est tous des criminels. Oui, mais on a tous envie dès qu'il y a quelque chose de payant... on a envie de passer au-dessus. Oui. Non, pas forcément quand l'offre y est et que le tarif Oui, mais c'était pourri, c'était une boutade. Oui. Celui en passant, Marc disait effectivement qu'on s'est installé en route. C'est vrai, on s'est installé en route en chopant l'APK. Par contre, l'application sait aussi détecter qu'on est en route, même si tu l'as installé avec l'APK comme un Baraki, et toujours continuer à te bloquer. Donc la seule possibilité, à mon avis, dans les prochaines versions, ce sera de récupérer un vieux Netflix qui n'a pas de fichiers sauvegardés, de DRM et compagnie. Donc ça peut être bien chiant. Comme l'application en Belgique, Proximus TV, sur un appareil routé, ne fonctionne pas du tout. Ceci dit, ça reste un chipotage de geek, j'y mets des guillemets, je veux dire, le grand public ne va pas s'amuser à ça, soyons... Router son téléphone, ça arrive. C'est plus facile qu'on y pense. On est d'accord, mais avec un bon tuto sur Internet... il y a des applications qui permettent de le faire en un clic. Maintenant, il y a des boîtes à outils qui connectent ton téléphone. Formation de chirurgien avec une bonne chaîne YouTube, c'est bon. Bon, on était à la lettre N comme Netflix, on peut passer à la lettre P. P comme pirate. Et oui. C'était un peu la semaine du piratage, il faut bien le reconnaître. On avait évoqué ça, il me semble, avec Xavier la semaine passée, Microsoft qui pourrait bloquer donc le piratage à sa source. On n'avait pas très bien compris comment, et on est bien content d'avoir la lumière de Seb sur cette question. Eh bien, en fait, c'est simple. Le truc, c'est quasi une brève, mais Microsoft a déposé un brevet sur une techno. La techno, c'est simple, c'est un fingerprint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un MD5 sur un fichier. C'est-à-dire que tu calcules et tu prends chaque
chaque byte, donc chaque élément du fichier un par un. Tu fais un petit calcul dessus et à la fin, ça te donne une clé qui dit ça, c'est ce fichier-là, c'est ça. Et donc, ça te permet en général de vérifier si tu as téléchargé ton fichier correctement, qu'il n'est pas corrompu. Et donc, voilà, Microsoft a décidé de développer une techno similaire, hein, c'est pas ça exactement, qui pourra leur permettre d'authentifier tous les fichiers que tu as sur ton PC et de les supprimer. D'accord. Donc, s'ils ne répondent pas à l'authentification voulue, par exemple, n'importe quelle application... S'ils y répondent, justement, si toutes les copies illégales de tel film, de tel MP3, de tel machin, qu'ils ont trouvé eux sur les torrents, ils rajoutent la petite clé, et tous les ordinateurs sous Windows, pouf, parti. D'accord. Et oui, donc on parle bien de contenu, donc pas nécessairement d'application, parce que moi, j'avais quel type de fichier. N'importe quel type de fichier. Donc un exécutable aussi. N'importe quoi. Ils se donnent donc le droit avec ça. C'est pas installé, c'est juste un brevet qu'ils ont déposé et un grand. Attention, hein, maintenant on est capable de le faire. Ouais. Ils ont toujours été capables de le faire, mais maintenant ils ont la pression des ayants droit. Et aujourd'hui, peut-être que les gens sont prêts à le digérer sur leur machine, que voilà les fichiers disparaissent parce que c'était un vilain fichier de pirate. Eh ben, dites donc comment ils osent. Voilà. J'ai envie de dire. C'était plus clair ? Oui, c'était en tout cas plus clair. Oui, enfin, c'était plus clair. On n'avait pas l'info, donc ça ne pouvait être que plus clair. On savait en tout cas qu'il y avait une intention de la part de Microsoft de. Ben voilà, salauds. Ah, les salauds. Il faut voir encore. Je trouve que, honnêtement, si ça se fait, ils risquent de perdre quelque part de marché. Ça risque d'être un peu compliqué à un moment donné. Oui. En termes d'image, déjà, ça va être difficile à gérer, je crois. On est toujours à la lettre P comme pirate. Et dans la grande quinzaine du piratage cette semaine, on vous propose un bon film de chez Walt Disney, si vous le voulez bien, Pirates des Caraïbes. Et c'est pas juste pirate parce qu'il y a pirate dans le titre du film, c'est qu'il y a eu piratage, Seb. Il y a eu piratage et il y a eu chapardage, copiage, volage des films de chez Disney, et il y a eu rançonnage. Et aujourd'hui, il n'y a pas de répondage de la part de Disney. Non, ils ont décidé de ne pas payer. Ils ont décidé de ne pas payer, donc il va y avoir publiage des films prochainement sur la toile, comme ça a été fait par Netflix. Enfin, malheureusement, pas par Netflix. Netflix a été, ils ont subi la même chose. Ils n'ont pas payé non plus. Ils n'ont pas payé et ils se sont précipités pour diffuser la série en question. C'était toute une série, plusieurs épisodes en tout cas, et ils les ont eux-mêmes diffusés rapidement en un seul coup, un petit peu avant la date, parce que c'était prévu de toute façon au mois de, je sais pas, je vais dire une bêtise, mois de juin ou quelque chose comme ça. Donc ils ont précipité la mise en ligne de la série pour doubler quelque part les vilains pirates, et n'ont pas payé non plus. Je pense qu'ils ont raison stratégiquement. Je pense que si on commence à payer ce genre de rançon, on n'a pas fini, et là s'ils vont mettre un marché à mal à un certain moment, je pense que les pirates vont se fatiguer de ce type de piratage qui leur rapporte rien et qui peut juste les conduire en tôle, quoi, à un moment donné. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Marc ou Sébastien. Attention qu'aujourd'hui, publiquement, ils n'ont rien payé. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres studios qui n'ont jamais rien payé. Non, ça c'est sûr. Donc, mais ça, ils vont pas s'en vanter. Ça, ils le diront pas. Voilà. Donc on sait qu'aujourd'hui, Disney n'a pas payé officiellement, et on sait que Netflix n'a pas payé officiellement aussi. Mais vu que ça se propage quand même pas mal ces derniers mois, je pense qu'il y en a qui ont dû payer un moment ou un autre pour quelque chose. Ou que ça intéresse d'autres studios, que certains soient mis à mal. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des problèmes de sécurité à gérer pour cette industrie qui c'est problématique, et en plus, parce que c'est pas juste une petite boîte qui fait un truc, il y a énormément d'intervenants. Et ça passe dans tous les sens, entre ceux qui font le son, qui font le montage, qui font etc. Donc c'est très compliqué. C'est ce qui s'était en tout cas passé pour Netflix, si je ne dis pas de bêtises. C'était un fichier, ce qu'on appelle le fichier proxy, c'est-à-dire une version basse qualité, très compressée, etc., qu'on envoie aux différents intervenants. Et là, je pense que c'était en post-production audio pour le mixage son, en l'occurrence. C'est que c'est quelqu'un qui délicatement a saisi ce fichier, s'est empressé de le diffuser à qui voulait, contre rançon en tout cas. Donc il faut reconnaître aussi que la qualité visuelle de l'objet piraté n'est pas la version optimum que l'on peut attendre de l'opérateur, que ce soit Netflix ou Disney ou autre. Soyons clairs, c'est une version piratée telle qu'on en a connu de gens qui filmaient dans les salles de cinéma aux avant-premières et des choses comme ça. C'est le même genre c'est ça, mais pas que. Il y a des trucs de super bonne qualité aussi qui sortent bien avant les dates.
Mais c'est vrai que de toute façon, le public se satisfait souvent d'un truc filmé en ciné avec un son de gens qui sont en train de manger des pop-corn. Oui, c'est ça. Ouais. Ma foi, quand on voit les places de ciné, parfois je trouve que je ne peux pas forcément leur jeter la pierre. Oui, c'est ça. Et si c'est de toute façon pour avoir quelqu'un qui mange des pop-corn ou des chips derrière soi, on n'est pas dépaysé. Voilà. C'est un peu ça l'idée, quoi. Par contre, si c'est en thaïlandais, ça c'est plutôt... Parce que des fois, il y a des versions avec d'autres langues et aussi qui sortent. Enfin bref, on va fermer la porte à toutes les fenêtres. À toute cette lettre P comme piratage pour passer à la lettre T comme transport. Avec une info, j'étais surpris, Marc, de voir que tu me mettais dans le planning cette actualité, qui redevient une actualité, parce qu'il me semble qu'il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, on avait déjà parlé de cette interdiction de laptop dans les vols à destination des États-Unis et venant de certains pays particuliers. Voilà, les pays où les gens s'éclatent. Oui, c'est ça. On va dire ça de manière. Enfin, il y en avait, voilà. Oui, il y en avait non. Hein. C'était un petit peu, voilà, un peu particulier. C'était du gros amalgame qui tâche à l'américaine, comme d'habitude. Ouais. Hein. Toi, venir du Moyen-Orient, toi, forcément, vilain terroriste. Oui, donc, ça. toi, pas pouvoir prendre le laptop si toi, venir aux Amériques, pays de la liberté, freedom power, yeah, etc. Voilà. Non, mais il me semblait que c'était déjà d'application. Non, c'est d'application. Par contre, là où ça commence à devenir emmerdant, c'est que nos amis américains se sont dit, yeah, on les a bien fait tout chier, donc maintenant on va faire la même chose avec tous les vols qui viennent d'Europe. D'accord. Parce que c'est bien connu qu'en Europe, il y a des nids à terroristes comme Molenbeek. Oui, et l'aéroport de Molenbeek est bien desservi en plus. Voilà, absolument. Donc il y avait jeudi dernier une discussion entre les Américains et les Européens pour voir si les Américains pouvaient étendre, c'était leur volonté en tout cas, l'interdiction de tout ce qui est plus gros qu'un smartphone à bord des vols à destination des États-Unis. La réunion a eu lieu, mais pour l'instant, elle est un peu tournée en eau de boudin, bon, pour différentes raisons. Premièrement, le fait que il n'y a pas vraiment d'indices qui prouvent que les vols provenant d'Europe à destination des États-Unis ont un taux particulièrement élevé de laptops alimentés au TNT. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas eu de cas avérés de piratage de vol, encore une fois, à partir d'une destination européenne. Et aussi parce que, il y a quand même un type qui représente quand même rien que moins que l'Association des sociétés aéronautiques européennes, qui a quand même émis la petite réserve que, c'est bien gentil, mais le fait de forcer les gens à foutre leur laptop et leur tablette, ça concerne aussi les tablettes, on le rappelle, tout ce qui est plus grand qu'un smartphone, pas un Galaxy Note 7, encore une fois, dans la soute, ça pourrait occasionner quand même un manque à gagner pour les compagnies aériennes d'à peu près 10 milliards par an. Ah oui. Donc voilà, donc à partir du moment où il y a des gros sous qui sont en jeu, tout le monde ferme sa grande bouche et on rediscute en essayant d'avoir des pensées un peu plus cohérentes. Bon, les Américains n'ont pas encore abandonné l'idée. Pour eux, Europe égale Trou-Hara où on ne sait pas trop ce que les gens font et d'où ils viennent. C'est pas Land of Freedom. Donc pour l'instant, il y a deux commissaires européens, Violeta Bulc et Dimitris Avramopoulos, qui discutent avec la secrétaire, avec Hélène Duke, qui est secrétaire adjointe au département de la sécurité intérieure américaine, qui est à l'origine de l'initiative sur les 7 pays majoritairement musulmans, on le rappelle, où l'interdiction est déjà en vigueur. Et voilà, donc c'est en cours. Il y a déjà eu un premier revers pour l'administration américaine qui espérait faire imposer son idée lors des discussions de jeudi dernier. La prochaine étape devrait intervenir d'ici fin mai, début juin. Voilà, on ne manquera pas de vous dire si cette décision qui est totalement idiote, disons-le clairement, pourra passer ou pas. Parce que voilà, le type qui a envie de faire péter un avion, il trouvera le moyen de foutre une bombe dans son téléphone, dans sa godasse, dans son slip, ça s'est déjà vu. Dans la godasse ou aussi, même carrément à l'intérieur de lui. Il y a des gens qui sont assez cons pour le faire. Donc voilà. Donc de toute façon, c'est pour mourir à terme.
Exactement. Alors donc, si c'est pour mourir, quand tu te fais péter en avion, généralement, tu as peu de chances d'en réchapper en entier. Moi, je pense que franchement, tu as un peu abusé de la série Lost. Moi, je pense qu'il y a une solution, c'est de vérifier si la personne qui embarque avec son laptop, s'il a fait toutes les mises à jour de son laptop. Parce que s'il les a fait, c'est qu'il a vraiment pas l'intention de mourir dans les heures qui suivent. Parce que sinon, c'est totalement idiot. On ne fait pas les mises à jour dans ces cas-là. Tu vois, il y aurait comme ça des logiques d'analyse, peut-être, pourquoi pas. T'imagines les fils? Alors, vous avez déployé la KB 034 27 27, mais vous auriez dû mettre la 0 KB. Non, ouais, putain, non. Sur Apple, c'est facile. Tu vois les releases trucs sur Linux. Et sur Linux, quoi, tu vas lui demander de faire une recompilation du kernel en live? Non, pitié, quoi. J'ai vu le doigt de Seb se lever un moment. C'était juste pour répondre à un petit truc à Marc. Marc disait, on survit rarement en avion, il y en a quand même un, enfin oui, lui justement n'a pas survécu, mais il est tout seul à s'être fait exploser, il y avait un petit trou dans l'avion, il est le seul à être parti aussi. Hein. Oui, c'est celui qui s'était fait sauter avec la semelle dans son talon, hein. C'est une petite charge explosive dans le talon, ouais. Chose à ne pas faire évidemment. Hein. Il faut interdire les chaussures dans les avions. Oui, par exemple. De toute façon, où veux-tu aller? T'as pas besoin de tes chaussures. Non, mais dans la même logique, il faut interdire les voitures dans les avions. Il y a des types qui utilisent des voitures pour écraser des gens. Il faut interdire les voitures dans les avions. Par exemple, oui. Allez, on a dit cette bêtise, on va dire des choses graves maintenant. V comme virus, parce qu'on aurait pu le mettre à la lettre P comme piratage aussi. C'est évidemment cette information qui est tombée juste après l'enregistrement d'ailleurs de l'épisode précédent. C'est le fameux virus WannaCry qui fait trembler la planète. Plus de 200 000 personnes touchées, si je ne dis pas de bêtises, dans 125 pays. 150. Ou 150 pays, voilà, c'est ce ransomware, comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pistes supplémentaires sur l'origine? On a parlé de la Corée du Nord, par exemple. La grosse piste actuellement, d'après les schémas de propagation du virus qui ont été retracés par différents bureaux d'analyse en sécurité, pointe quand Quelqu'un même. Quelqu'un veut une glace? Pas mal. Oui, c'est chez moi, le glacier, je sais pas pourquoi. Il s'évertue à passer tard. Voilà, en plus, les jours, il pleut en plus. Oui, exactement. Ici, ça va, il pleut plus pour l'instant. Et donc, les faisceaux de suspicion convergent quand même vers ce coin du monde, la Corée du Nord. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que le principal responsable derrière tout ça, c'est pas la Corée du Nord, c'est la NSA. Qui, en conservant pour elle des failles de sécurité critiques et en n'en informant pas les sociétés qui auraient pu patcher à temps ces failles de sécurité, ont favorisé ce genre de choses, notamment quand elles se sont fait hacker et que tous ces exploits ont fini sur le web en vente aux plus offrants, notamment via le groupe de hackers des Shadow Brokers, que de toute façon, toutes les personnes qui sont sous Windows 10 étaient d'office patchées, donc pas de risque à avoir. La faille a surtout touché des personnes qui étaient encore sous Windows XP ou sous Windows 7. Ouais. 7, version non patchée depuis mars 2017, vu que le fameux trou dans le protocole SMB a été patché en mars. Et puis les versions serveurs aussi, qui étaient... Ouais, exactement. Ouais. SMB, on le rappelle, c'est un protocole qui permet le partage de ressources, fichiers et imprimantes entre différents ordinateurs Windows, voilà, principalement. Le cyberchaos annoncé n'a pas vraiment eu lieu. Bon, il y a eu effectivement pas mal de foutoirs, mais on s'attendait à ce que la remise en route de centaines de milliers de machines lundi cette semaine provoque un justement, est-ce que c'est pas un mauvais calendrier quelque part d'avoir lancé ça un vendredi? Ça a permis à tous les responsables IT en entreprise de réagir durant le week-end. Disons que la mise en œuvre du virus était un peu, bon, on va pas dire au niveau technique, quoique si, avec l'histoire du domaine qui n'était pas enregistré, ça c'était un truc foutage de gueule monstrueux. On avait un peu l'impression que c'était des bras cassés, quoi. Les types, ils vont lui faire un exploit, ils ont fait chier énormément de monde, mais c'était un peu des bras cassés. Par contre, ce qu'il y a, c'est que, bon, le WannaCry en lui-même est en train de mourir doucement, mais il a déjà été... Ça a créé des émules, on dirait. Oui. Ça a créé des émules, et celui qui fait parler de lui pour l'instant, il s'appelle Adil Kuz. Et lui, en fait, il va pas vous proposer, il ne va pas prendre votre PC en otage, pas de la même manière. Ce n'est pas un ransomware. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer votre machine en machine zombie. D'accord.
Pas pour spammer la terre entière, pour faire du minage de crypto-monnaies. C'est ça, ouais. Donc, ça, on avait déjà évoqué ça sur des versions pirates, par exemple, de certaines applications que l'on peut trouver ou que l'on pouvait trouver à une certaine époque. Je pense à des Photoshop et des choses comme ça, qui minaient derrière. Voilà, exactement. Et donc ici, la monnaie en question s'appelle Monero. Je connaissais absolument pas, je savais pas que ça existait avant. Donc c'est une monnaie virtuelle comme le Bitcoin, etc., dont les bénéfices sont expédiés à des adresses cryptées. Et donc, grosso modo, il n'y a pas de demande de rançon, mais les personnes qui sont attaquées et qui sont infectées, grosso modo, minent des bitcoins pour les autres. C'est ça. Oui. Voilà. Tu connais pas le Monero, mais c'est un truc assez connu. Le développeur s'appelait Ravel. Le Monero de Ravel, oui. Le Monero de Ravel. Je suis bien d'accord. J'hésite entre excellente et pathétique. On va synthétiser et faire un pom pom pom. Voilà. Avec plaisir. Donc voilà. Enfin, tout ça nous aura appris en tout cas un néologisme intéressant. C'est après le ransomware, le rançongiciel. J'ai lu. Oui. Rançongiciel, c'est joli. Ça aura surtout appris à un concept que beaucoup de gens ne connaissent pas, ça s'appelle le patching. Et des failles de sécurité critiques, appliquer les patchs, c'est bien. C'est très très bien, effectivement. Est-ce que ça a touché les appareils, les Mac ? J'ai lu des choses différentes. Et, je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien, étant donné que je ne sais même pas s'il y avait une version DMG du truc. Je pense pas. Moi, j'ai vu que des exemples. Pour moi, non, c'est uniquement Windows, honnêtement. Ouais. Linux, c'est bien. Windows patché, c'est bien aussi, ça marche très bien. Voilà. Enfin bon, tout ça a permis évidemment, on va dire à la presse traditionnelle de crier au loup déjà, et puis de rappeler à tout le monde que c'était dangereux, les emails, qu'il fallait pas cliquer sur n'importe quel lien, même si ça provenait d'amis, etc., etc. Enfin, toutes les bonnes. Ouais. Sauf que ici, les infections, les failles 0D qui étaient non patchées avant, donc dans les personnes qui étaient encore infectées, ne requéraient pas forcément, c'était pas forcément une attaque de type man in the middle, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une interaction avec l'utilisateur. Moi j'ai quand même lu qu'il fallait ouvrir un PDF, c'était un fichier avec une extension PDF. Le simple fait d'aller sur un site où tu avais un script JS qui faisait de l'injection, c'était fini. C'était déjà, oui, ok. Mais il y avait quand même une histoire de fichier PDF frelaté, une drôle d'histoire. Voilà, donc, ne cliquez sur rien, déjà, oubliez les emails, ça ne sert plus à rien. N'allez pas sur Internet, c'est mal. Personne n'a besoin de plus de 640K. Voilà, de toute façon. Ou de 364 couleurs. 16 couleurs. Ou 16 couleurs. J'exagère toujours un peu. Qu'est-ce que j'allais dire ? On était à la lettre V comme virus. On est toujours à la lettre V comme virus, d'ailleurs, Sébastien, pour parler de Microsoft qui râle sur la NSA. Oui, voilà, ça c'est effectivement dit par Marc, mais ici on a Satya Nadella qui a fait dis donc ma petite dame, c'est pas gentil ça, la NSA, parce que Marc l'a expliqué en long et en large, ils auraient dû prévenir Microsoft pour corriger le truc plutôt que de gentiment garder ça sous le coude. Donc ça crée pas mal d'emmerdes. Au niveau du virus, tu avais juste lancé un truc à Marc, je voulais juste donner 2-3 petites infos en plus. Oui. Au niveau de l'amateurisme du virus, ici c'est vrai que c'est assez étrange, dans le sens où ils ont lancé ça un vendredi, c'est déjà assez con, parce qu'on a eu tout un week-end pour corriger le problème. Oui. Ça c'était un point. Ce que j'ai dit aussi. Oui, mais c'est pour remettre tous les points en un, tu vois. Oui, l'histoire du domaine que Marc disait, c'est une bêtise pour expliquer comment fonctionnait, pourquoi il y avait un domaine non enregistré. C'est pas qu'ils avaient un domaine qui est non enregistré. Le fait est que le logiciel, ils avaient essayé d'être intelligents en disant je ne vais rien faire si ce domaine n'existe pas. C'est que pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient être sûrs qu'ils n'étaient pas dans une sandbox. Oui. Et donc à partir du moment où le truc était enregistré, c'était cuit, le truc répondait et c'était bernique. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série d'erreurs qu'ils ont fait qui étaient vraiment assez mauvaises. Comme dans le virus, on retrouve aussi des informations sur
sur la machine Windows qui a été utilisée. Donc il y a des fingerprints sur les personnes qui étaient derrière. Donc ça, il va falloir quelques jours ou quelques semaines maximum pour retrouver qui est derrière. Et y compris dans les adresses qu'ils ont utilisées pour les bitcoins, pour se faire envoyer les sous, pour décrypter les trucs. Ils ont fait vraiment une grosse série d'erreurs. Et au final, ça ne leur a pas rapporté énormément d'argent. On parle à peine une centaine de milliers d'euros. Ce qui est très décevant. Ce qui est assez ridicule. Ouais. Par rapport à tout ce que la presse en a fait comme émule, et d'autres virus font énormément et par rapport à la prise de risque aussi. Oui, c'est totalement stupide. À contrario, je trouve le virus pour faire du mining qui, lui, est extrêmement intelligent et ne mériterait pas, pour moi, de prison. C'est de nouveau, c'est des opinions personnelles. Mais ils ne volent rien. Ils volent des ressources. Enfin, ils volent de la ressource machine. Ils volent de la ressource CPU à des gens qui sont bêtes. Oui, c'est ça. Ouais. Quelque part. Donc, voilà, ils ont abusé de la naïveté. C'est un petit peu comme les Africains qui profitent de la naïveté des Européens en leur téléphonant et en leur vendant des trucs à la con. C'est un petit peu une taxe sur la connerie. Ouais. Ici, un peu, c'est la même chose. On utilise ton ordinateur parce que tu as été suffisamment stupide que pour cliquer sur le lien. Et au final, ton ordinateur fonctionne. Il est lent, mais il fonctionne. On n'a pas volé tes fichiers. Quand tu dis stupide, enfin, il faut s'entendre aussi dans certaines couches du grand public, entre guillemets, il y a des gens qui sont simplement qui sont mal informés, mal éduqués aux nouvelles technologies, qui sont naïfs, voilà. Ce qui je pas la stupidité. Mon stupide, si voilà. Tu veux, je mets un naïf. Non, mais c'est juste pour être tout à fait honnête et pour pas non plus, voilà. On pourrait dire inexpérimenté. Voilà, c'est ça. Là, on les a bien mis, les gars. Pas au fait de la chose technologique. Là, c'est les gangbox, carrément. De toute façon, ces gars, ils nous écoutent pas. Non, mais voilà, justement. Non, c'est vrai, on peut dire du mal. Non, mais je pense aux parents des gens qui nous écoutent. Enfin bref, voilà, on a fait un peu le tour de cette question sur les différents virus. On va accélérer un tout petit peu parce qu'on fait un numéro un petit peu plus épais que d'habitude. C'est souvent le cas quand Marc et Sébastien sont de grands bavards. Et ça tombe toujours à des semaines où il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'infos. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On va parler quelques secondes de Kaspersky. Oui. L'antivirus bien connu Kaspersky, qui serait finalement un espion russe. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Bah oui, mais je veux dire, tout le monde le sait, c'est comme l'autre société. Alors je sais plus, tiens, c'était. Comment ça s'appelait l'autre antivirus américain qui avait, dont le patron était un meurtrier? McAfee. McAfee, ben voilà. Bah ici c'est pareil. Moi directement, j'annonce Norton, moi directement. les Américains se sont réveillés ces derniers jours en disant on va faire une commission au Congrès, machin. Attention, c'est un truc russe. Bah oui, Kaspersky, c'est écrit quand même. Et donc là pour le moment les Américains disent non jamais j'oserais installer ça sur mon PC parce que Eugène Kaspersky c'est un ancien du KGB. Bah oui, mais je veux dire, il en fait sa publicité justement pour être. C'est pas béninois, quoi. Voilà. Et il dit, mais attention, le numéro 2, c'est un ancien colonel de l'armée russe. Bah oui, mais enfin, tout ça est public depuis toujours. Donc je sais pas pourquoi. En un coup, les Américains disent, attention, c'est des Russes. Oui, oui. Donc je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je trouve que les Russes ont toujours été excellents en piratage et aussi excellents en sécurité. Donc je n'ai rien contre Kaspersky. Oui, bah oui, évidemment. Donc les pays de l'Est sont redoutables. Et donc voilà, peut-être qu'effectivement, c'est un truc aux espions russes, mais en attendant, c'est un excellent antivirus. On vient de déployer chez nous d'ailleurs. Voilà, donc ils ont osé. On parlait de virus, juste une petite parenthèse, une information que j'ai vu passer cette semaine, mais qui date de la semaine d'avant, me semble-t-il, c'est Avast, antivirus bien connu, parce qu'il y a une version gratuite qui est assez populaire d'ailleurs, qui ont bloqué toutes les machines des gens qui avaient installé Avast pendant un certain temps, un petit problème de mise à jour. Tous les gens qui avaient installé Avast n'avaient plus accès à Internet. C'est-à-dire le firewall avait décidé de faire le fainéant, et donc c'était un petit peu gênant, ils se sont excusés platement, je pense, et les choses sont revenues dans l'ordre, mais enfin ça peut être embêtant ce genre de petits soucis, surtout quand on a besoin d'internet de manière professionnelle. Je ferme la parenthèse pour passer qui a besoin d'internet à la lettre W comme what the fuck, évidemment.
Comme chaque semaine ou presque, on vous propose donc cette petite rubrique consacrée aux informations rigolotes, particulières que l'on trouve ça et là. Et Marc a déjà trouvé par exemple une information concernant Apple. Donc on va revenir à la lettre A quelque part avec un brevet un petit peu spécial, me semble-t-il. Ouais. Ça, franchement, quand je suis tombé sur celui-là, je me suis quand même demandé si c'était pas un 1er avril en retard. Ouais. Apple a conçu, jusque-là ça va, et déposé un brevet, là c'est normal aussi, pour une boîte à pizza. Voilà. Mais pas une boîte à pizza n'importe comment. Non. Une boîte à pizza destinée à être utilisée sur les restaurants de son prochain site. Vous savez, l'espèce de gros donut là. Voilà, pour optimiser... Qui est en cours de finalisation, hein. J'ai vu des vidéos assez splendides. Oui. Pour optimiser le caractère, le facteur croustillant et le parfait rapport ratio air-humidité de votre pizza, que pendant que vous vous déplacez de l'endroit où vous avez acheté votre pizza, sur le campus Apple, jusqu'à l'endroit où vous allez le manger, votre bureau en bon esclave, vu que là-bas, on mange en travaillant. À 300 km de là. Je ne sais pas s'ils ont fait un truc ventilé, etc. Mais voilà. Donc, ça ressemble grosso modo à une boîte à pizza en polystyrène, ronde, percée de trous à des endroits stratégiques. Ouais. What the fuck, Apple? Les endroits stratégiques, c'est là où on met les ananas. Oui, par exemple. Voilà, sur les pizzas. C'est vrai que c'est assez amusant de se dire qu'une boîte comme Apple peut déposer... Enfin, ils sont tout à fait le droit, hein, soyons clairs, mais dépose des brevets. À mon avis, ils ont étudié ce truc-là, ils se sont dit, on va le faire breveter, parce qu'on va pas... Ce serait complètement couillon, ceci dit, de se faire copier un truc comme ça, quoi. Ce serait pas bon pour leur image non plus. Ouais. Ils ont imaginé une boîte à pizza spécialement pour leur nouveau bâtiment, parce que les couloirs sont très très longs, ils ont peur que les gens mangent froid. Il faut une boîte à pizza un petit peu spéciale, etc. Et puis quelqu'un les copie, quoi. Genre, je sais pas... Domino Pizza. Demain, change et leur pique leur boîte à pizza. Ils auraient l'air couillons, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que la boîte à pizza est ronde et non pas carrée comme d'habitude pour rappeler la forme du donut, du bâtiment. C'est de la pizzaception. Oui, enfin, ceci dit, c'est la forme de la pizza aussi. Hein. Mais alors, pourquoi toutes les boîtes à pizza jusqu'à aujourd'hui sont carrées? Oui, c'est vrai. Mais parce que les boîtes sont carrées. C'est la pizza qui s'est adaptée à la boîte. Ici, c'est la boîte qui s'adapte à la pizza. Ces gens sont bien. Moi, je pense qu'ils ont de bonnes idées chez Apple, hein, une fois de plus. En même temps, ils auraient fait une boîte triangulaire. On les aurait accusés d'être des Illuminati. Oui, c'est possible aussi, Seb. Honnêtement, moi, je trouve ce genre d'annonce inestimable. Ils devraient mettre ça à la WWDC. Là, les développeurs, ils s'amusent, tu vois. Oui, c'est ça. Où tu relances des calculs sur le diamètre, la circonférence. Moi, je trouve que ce qu'ils auraient pu prévoir, mais je pense que c'est le cas, si on regarde bien, il y a des encoches pour savoir comment couper la pizza, pour faire des parts égales. C'est possible. Ou alors, ce sont simplement des renforts pour s'assurer que ta pizza se vautre pas par terre lamentablement. Il faut des renforts. Bon, allez. Après, je voudrais juste rajouter, quand tu vois comment dire, l'image de marque, si tu regardes, Apple a patenté un truc de pizza, et qu'est-ce que tu vois comme photo à droite? Oui, un Android. Oui, parce que c'est sur la page web en question, il y avait une publicité à côté ou un article tendance de la même tendance avec un Android. Il faut le faire quand même. Bon. C'est le genre de choses qui arrivent. On est toujours à la lettre W parce que c'est pas le seul what the fuck de la semaine. Oui. Non. Sébastien en a trouvé encore un autre. C'est de l'impression 3D. Vous savez que Sébastien imprime chez lui des trucs maintenant depuis quelques temps. Et donc il s'informe beaucoup de ce qui est moyen d'imprimer. Et donc ça lui a donné des idées. Ça m'a donné... non, parce que le résultat est assez mitigé. Mais bon, comme c'est vrai que dans le what the fuck, en général, on a des sujets qui sont souvent borderline, drôles / sexuels, et ben ici, on est un petit peu entre les deux. Oui, en même temps, c'est plutôt sérieux, je trouve, comme info. C'est très sérieux, mais le début est assez drôle, parce que c'est des scientifiques qui sur sont... le titre, oui. Qui se sont amusés à imprimer des ovaires de souris. Voilà. Et qui, de ces ovaires de souris, ont réussi à faire, l'histoire est longue de comment, un petit bébé souris. Voilà. Si c'est pas mignon. Moi, je trouve que ça donne plein d'espoir à des gens qui ont des problèmes de ce côté-là. Oui, s'ils veulent enfanter un bébé souris. C'est pas pour il est bête. Non, mais donc l'impression 3D dans le milieu médical, ça commence à vraiment bien se positionner, quoi.
Oui, bon, quand tu lis l'article en diagonale, t'as quand même un peu peur du truc. Hein. Après, quand tu vois le pourquoi ils le font, c'est vrai que c'est très sérieux derrière. C'est pour les femmes qui ont des problèmes de cancer ou les femmes âgées qui ont envie de nouveau enfanter alors qu'elles sont déjà un pied dans la tombe. Oui, ça, c'est un peu pour ça aussi. Hein. C'est pour des business. Donc, si c'est pour cette dernière catégorie, je suis désolé. Pour moi, c'est pas une recherche scientifique utile. Jugement personnel. Pour la première catégorie, oui. Enfin, oui, sans hésiter, qu'on le fasse. Après, ça reste du médical, et ici, c'est quand même une limite qui, de nouveau, est assez éthique, borderline d'un point de vue éthique. Il faut voir jusqu'où on peut aller avec l'impression 3D de tissu vivant. Soit ça peut être juste génial, parce qu'on t'imprime un cœur si tu as un problème cardiaque, un nouveau poumon, un machin. Ça pourrait être fondamentalement génial, mais si tu imprimes un poumon, pourquoi te limiter à un poumon? Tu peux imprimer une personne en complet. Tu peux imprimer 2 poumons. Et tu as le 3e gratuit pour le mettre dans le dos. Oui, ça peut toujours être utile. Surtout si t'es fumeur. Tu vois, pour les fumeurs, 3e poumon gratuit. Bonjour, je voudrais imprimer une femme, s'il vous plaît. Ah oui, complète, oui, carrément. C'est pas qu'à faire. Rildol, ça existe, Marc, on en a parlé. On a parlé déjà de ce. Oui, ça fait déjà la grande imprimante 3D. Allez, on termine parce que là, on a fait un gros numéro. Hein. Sébastien avec Singapour qui. On achète des voitures où il est possible d'acheter des voitures, mais dans un endroit particulier qui n'est pas un magasin de voitures. Je serais tenté de dire. Voilà, c'est ça. On a fait un gros numéro, on se sent bien? Oui. Vas-y. Et donc, c'est un petit truc à la con, mais dans lequel aucun de nous, ni probablement aucun de nos auditeurs, ne pourra jamais aller acheter sa voiture. Si un de nos auditeurs peut aller acheter sa voiture là-bas, n'hésitez pas à nous écrire un mail, on sera content de recevoir une petite contribution. Parce que ce sont des voitures de luxe uniquement, hein, Jaguar, Porsche, machin, et des trucs comme ça, Maserati. Et en fait, c'est un grand distributeur. Un énorme distributeur, c'est un building je sais pas. C'est comme un garage en fait. Un garage, un peu, tu vois, comme les garages de petites voitures. Oui, Matchbox. Voilà. et donc ici, c'est pas des miniatures, c'est des vraies voitures. Ouais. Et tu mets ta petite pièce avec ta carte de crédit en dessous, et 2 minutes plus tard, tu reçois ta voiture. Prends pas celle qui est tout en haut. Et tu ne mets pas en dessous non plus. Hein. Non, mais je trouve ça quand même je sais pas comment prendre ce genre d'information. C'est une question de culture. Une question de culture, une couche d'indécence quelque part aussi, parce que vendre des voitures comme ça, quand c'est des sommes pareilles, j'ai du mal quand même. C'est bizarre. Je sais pas s'ils en vendent beaucoup, mais à mon avis, ils doivent en vendre quand même, parce que sinon ils auraient pas mis ce truc-là en place, quoi. À partir du moment où tu as le pognon et qu'ils font ça, c'est un peu une mode. Tu vas aller t'amuser une fois à l'acheter. Voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en vendent beaucoup. Je sais pas, moi j'aurais plus vu ça du côté de Dubaï par exemple. Oui, peut-être. C'est peut-être le même genre de clientèle qui vise. Hein. Peut-être, oui. Parce que le mec qui habite Dubaï peut très bien prendre un billet d'avion pour aller à Singapour, pour acheter une voiture. Tu vois, tout d'un coup, il est là, il est à Dubaï. Tout d'un coup, il dit, oh tiens, j'achèterais bien une voiture. Oh, mais les magasins sont fermés. Oh, prenons le jet et allons à Singapour. Mais à Singapour, ils y arrivent, c'est ça la nuit. Ah ben, il y a un distributeur de nuit. Hein, on va prendre des capotes et une voiture. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je refais un petit peu le film. Un Big Mac et une boîte de capotes et on est reparti, c'est ça? On est reparti, voilà, c'est terminé. Une grande frite, un McDo et une Porsche, s'il vous plaît. Bon, voilà, c'était notre 124e épisode déjà, oui, qui s'achève ici. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Marc, évidemment. Merci à Sébastien également. On les retrouvera d'ici la fin de la saison, bien entendu. Et je rappelle, bien entendu, que vous pouvez nous poser toutes vos questions qui permettent d'étoffer un petit peu quand même. Hein. L'objet, c'est de faire des hors-séries qui répondent à vos interrogations durant l'été, mois de juillet, mois d'août. Il nous faut ces questions assez rapidement parce qu'on va mettre tout ça en boîte dans le courant du mois de juin. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos messages, que ce soit en commentaire de cette vidéo, sur le blog lestechno.be ou sur informaticien.be, pourquoi pas, en regard de l'article concernant cet épisode 124. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.